La répartition des quotas de migrants a commencé en Europe. 24 000 pour la France, 20 000 pour la Grande-Bretagne et plus de 30 000 pour l'Allemagne. Ce sont les premiers chiffres révélés aujourd'hui. L'Espagne également se dit prête à en accueillir. La France n'enverra pas de troupes au sol en Syrie pour combattre l'EI. En revanche, des frappes aériennes vont avoir lieu dans les jours qui viennent. Réponse de François Hollande à Bruno Le Maire qui sera notre invité ce soir. Obsèques officielles pour la mère palestinienne de Douma, décédée des suites de l'incendie criminel de sa maison. Elle est la troisième victime du drame, toujours sans coupable identifié. Le Grand Direct, avec Jean-Charles Banou. Bonsoir, c'est encore le dossier des migrants qui occupe évidemment ce soir le devant de l'actualité. On va en parler largement, mais on va tout de suite, pour avoir une meilleure vue de la situation en Europe centrale, se rendre à la frontière entre la Hongrie et l'Autriche. C'est là que transitent des milliers de migrants venus principalement de Syrie depuis plusieurs jours déjà, et c'est là que se trouve notre envoyée spéciale, Julia Ganancia. Bonsoir Julia, où vous trouvez-vous exactement ce soir? Bonsoir Jean-Charles. Excusez-moi, je crois ne pas avoir très bien entendu votre question. Où vous trouvez-vous exactement, Julia, ce soir? Alors je me trouve dans la petite commune d'Egeshalom. C'est une commune qui est donc en Hongrie et qui est à la frontière avec l'Autriche. Je me trouve exactement à une dizaine de mètres de l'Autriche, et c'est ici, comme vous le disiez à l'instant, que des milliers de migrants ont transité en direction de l'Autriche et de l'Allemagne. Alors aujourd'hui, ce que l'on a pu voir nous ici, ce n'est plus du tout cet exode massif de migrants comme on a pu le voir ces derniers jours, pour la bonne et simple raison que, comme vous le savez, l'Allemagne, l'Autriche, mais aussi la Hongrie ont décidé d'un commun accord d'affréter des trains directs en direction des villes comme Vienne, Munich ou Francfort. Et donc les migrants, les familles entières n'ont plus eu à faire la route à pied et ont donc traversé ce village dans lequel je me trouve, mais plus à pied, en train. Alors ici, nous avons tout de même retrouvé des familles de migrants, des familles qui n'étaient pas informées que les trains étaient désormais directs, et puis des familles aussi qui se sont égarées, tout simplement, des familles qui sont parties il y a quelques jours de Budapest à pied et qui sont aujourd'hui actuellement en train de traverser la frontière autrichienne à pied. On voit aussi encore des élans de solidarité avec des voitures, des convois de gens qui viennent d'Autriche, qui viennent d'Allemagne aussi, et puis des habitants de la Hongrie, et qui viennent ici en voiture pour récupérer ces familles de migrants qui se sont un peu égarés dans cette campagne, pour les ramener en voiture et pour raccourcir le voyage qui est déjà très long. Julia, vous avez pris le train justement avec ces migrants aujourd'hui. Est-ce qu'il y a toujours énormément de réfugiés qui affluent en Hongrie en direction de l'Allemagne, de l'Autriche? Et quel est justement l'état d'esprit de ces réfugiés? Alors ces réfugiés veulent de toute façon coûte que coûte partir et rejoindre l'Autriche, mais surtout l'Allemagne. Ils ne veulent absolument pas rester en Hongrie. En Hongrie, ça c'est très clair, et si toutefois ils n'ont pas réussi, un jour ils retenteront le lendemain. C'est très clair aussi dans leur tête, que ce soit en train, en voiture ou en bus. Effectivement, j'étais à Budapest ce matin. Nous avons pris le train avec les migrants, 2 heures de train pour arriver jusqu'à cette petite commune d'Egeshalom. Et dans le train, un sentiment de soulagement. On y est presque, ça y est, on arrive. Et puis aussi de la peur, parce qu'il y a beaucoup de contrôles de police, beaucoup de personnel de police qui viennent ici contrôler dans les gares, et puis aussi dans les voitures, si tout se passe bien, parce que c'était quand même un petit peu d'organisation. Imaginez des vagues de migrants qui envahissent tout d'un coup les trains, c'est difficile à gérer. Tout s'est déroulé dans le calme, nous, en tout cas pour ce que je peux vous dire, en tout cas pendant notre voyage. Et les migrants, comme je vous le disais, ne se sont pas arrêtés ici à Egeshalom. Ils ont pu continuer leur route jusqu'à notre train qui lui allait jusqu'à Munich, puisque désormais le train est direct. Merci Julia Ganancia en direct donc, de cette frontière entre la Hongrie et l'Autriche. On verra votre reportage tout à l'heure, mais on va revenir également sur l'autre annonce du jour. Les premiers chiffres donnés sur cette fameuse répartition par quota demandée par l'Union européenne et acceptée par plusieurs pays, la France notamment, qui va accueillir 24 000 réfugiés dans les 2 ans qui viennent. C'est François Hollande qui l'a confirmé aujourd'hui. Joseph Emmanuel. L'Union européenne cherche une solution dans une crise des migrants devenue sa crise des migrants. L'Europe propose donc à ses membres un quota,
Une répartition par habitant pour accueillir ces milliers de réfugiés syriens, mais également afghans ou africains. Dans la liste des pays que l'Europe convoque n'apparaissent pas l'Italie, la Hongrie et la Grèce. Leurs capacités d'accueil sont arrivées à saturation. Certains se montrent encore récalcitrants. Le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark, toujours en négociation avec Bruxelles sur le nombre à accueillir. En valeur absolue, chaque pays recevra entre 2 et 4 réfugiés pour 10 000 habitants. Un mode de calcul qui donnerait à l'Allemagne plus de 31 000 réfugiés, 24 000 pour la France, 133 pour Malte. Une redistribution de population qui exige un mécanisme nouveau, selon le président français. Et s'il n'y a pas cette politique d'ensemble, ce mécanisme ne tiendra pas. Il explosera. Et ce sera à ce moment-là un afflux considérable et sans doute la fin de Schengen. Nous avons besoin de l'Europe et l'Europe a besoin de solidarité et de responsabilité, c'est-à-dire d'organisation. Une organisation nouvelle déjà intégrée par l'Allemagne. 13 000 migrants ont passé la frontière allemande dans la seule journée de dimanche. La chancelière appelle ses citoyens à travailler pour intégrer ces populations. Ce que nous vivons est quelque chose qui va continuer de nous occuper dans les années à venir, nous changer, et nous voulons que le changement soit positif et nous pensons que nous pouvons y arriver. Et si l'Allemagne peut y arriver, c'est pour des raisons bien précises, nous disent les économistes. Contrairement à la France ou à l'Italie, l'Allemagne n'a pas de problème budgétaire, mais elle manque cruellement de main-d'œuvre. Cette immigration de masse pourrait représenter une manne pour le patronat allemand, car une pression à la baisse des salaires semble inévitable. Le nombre de migrants et de réfugiés dans le monde a explosé au XXIe siècle. Moins de 5 millions au début des années 60, il dépasse aujourd'hui les 50 millions. L'augmentation a été progressive, mais a connu une accélération fulgurante depuis 2005. Cet accroissement résulte de la multiplication des conflits dans le monde. Et sans surprise, le contingent le plus important de réfugiés provient de Syrie, où la guerre civile débutée en 2011 est désormais une guerre totale dans un pays en ruine. Près de 12 millions de déplacés sur une population initiale de 23 millions de personnes. Le sort des réfugiés syriens devient donc le sort du monde, à quelques exceptions près. Ni les pays du Golfe, ni les États-Unis d'Amérique ne se sont manifestés pour accueillir ces centaines de milliers d'hommes et de femmes. Alors, invité, grand témoin de ce journal ce soir, Bruno Le Maire, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député de l'Eure des Républicains, ancien ministre de Nicolas Sarkozy. Ce dossier des migrants, évidemment, est très concernant en France. Tout le monde en parle. 24 000, ce chiffre annoncé aujourd'hui par François Hollande et demandé par l'Union européenne, vous semble réaliste, raisonnable ? Moi, je reste défavorable à cette politique des quotas où on distribue de manière un peu arbitraire les réfugiés entre les différents États européens. D'abord, je pense qu'il faut traiter la cause de ces migrations avant d'en traiter les conséquences. On aura l'occasion d'y revenir. Traiter la cause, c'est éliminer Daesh en Syrie et rétablir la paix, la stabilité dans l'ensemble du Moyen-Orient. C'est ça la cause première, et on parle là de quelques dizaines de milliers de réfugiés qui seront accueillis en Europe. Mais si la guerre continue, c'est des centaines de milliers de réfugiés qui afflueront et l'Europe ne pourra pas y pourvoir. En deuxième lieu, je pense qu'il est très important de préciser dans quelles conditions on va accueillir ces réfugiés. On ne peut pas prendre une responsabilité pareille, et de ce point de vue-là, François Hollande a été inconséquent et irresponsable, sans préciser qui va payer les hébergements, où seront logés ces réfugiés, qui va payer leur éducation, quel emploi nous avons à leur offrir en France, quel avenir nous avons à leur offrir en France. On ne peut pas prendre une responsabilité aussi importante sans apporter des réponses précises à ces questions. François Hollande, dans sa conférence de presse, s'est contenté de dire « on va accueillir 24 000 réfugiés » sans apporter aucune des réponses que se posent tous les Français. Quelles conditions d'accueil ? Quel logement ? Quelle éducation ? Quel emploi ? Quel avenir en France, dans un pays où, je le rappelle, nous avons un taux de chômage qui concerne 10% des Français. Enfin, je tiens à dire que l'Europe ne peut pas porter toute seule le fardeau, vous le disiez très bien dans votre reportage. Où sont les États de la région ? Quelles responsabilités est-ce qu'ils prennent ? Quelle part du fardeau est-ce qu'ils assument ? Les États-Unis, qui sont en partie responsables de cet afflux de réfugiés, puisque c'est eux, en 2003, en engageant la guerre en Irak, qui ont engagé le démantèlement du Moyen-Orient et l'explosion à laquelle nous assistons aujourd'hui. Quelles responsabilités ils prennent ? Quelle part du fardeau ils assument ? Donc j'aimerais qu'on regarde cela de manière beaucoup plus globale, en faisant attention aux engagements que l'on prend. Les réfugiés, c'est des hommes, c'est des femmes, c'est des enfants, c'est des personnes dont nous prenons la responsabilité
On ne peut pas prendre une responsabilité aussi importante sans garantir à ces hommes, à ces femmes, à ces enfants des conditions de vie dignes dans notre pays. François Hollande n'a répondu à aucune de ces questions. Alors, vous parlez de François Hollande, justement, eh bien, il s'est visiblement directement adressé à vous aujourd'hui sur le dossier militaire de la Syrie. Parce que s'il y a des réfugiés, vous le disiez, c'est parce qu'il y a ce conflit en Syrie. Vous dites qu'il faut s'attaquer à la racine. Comment faire? La France, eh bien, devrait s'en tenir à des frappes aériennes. Des vols de reconnaissance vont d'ailleurs démarrer demain. Mais pas question, a dit François Hollande, eh bien, de déployer des troupes au sol. Maxime Pérez. La crise des migrants aura donc agi comme catalyseur. En attendant d'accueillir un premier flot de réfugiés, la France a décidé de s'attaquer aux racines du problème, l'organisation de l'État islamique en Syrie. À compter de mardi, elle y effectuera des vols de reconnaissance. J'ai demandé au ministre de la Défense que dès demain puissent être menés des vols de reconnaissance au-dessus de la Syrie. Ils permettront d'envisager des frappes contre Daesh en préservant notre autonomie de décision et d'action. Pour la France, c'est un engagement de plus dans la guerre contre l'organisation djihadiste qui contrôle un important territoire, à cheval sur l'Irak et la Syrie. Lancée le 19 septembre 2014, l'opération baptisée Chamal totalise un bilan de quelques 200 frappes contre des cibles djihadistes. Elle vise d'abord à assurer un soutien aérien aux forces armées irakiennes engagées contre Daesh. Pour autant, pas question pour l'Élysée d'envisager une intervention au sol. Certains nous disent, pris par je ne sais quel empressement, que maintenant il faudrait intervenir au sol en Syrie. Les mêmes d'ailleurs qui étaient hostiles dans d'autres conditions à toute intervention où que ce soit. Mais laissons ça. La question est posée. Je considère qu'il serait inconséquent et irréaliste d'envoyer des troupes françaises en Syrie au sol. François Hollande n'en oublie pas le rôle de Bachar el-Assad dans la crise actuelle. Pour le président français, l'avenir de la Syrie doit s'écrire sans son dictateur. La solution ne peut pas passer par le maintien de Bachar el-Assad à la tête de la Syrie. Donc la transition politique, à un moment ou à un autre, c'est le départ de Bachar el-Assad et la constitution d'un gouvernement d'union très large, sans bien sûr les groupes terroristes. Des propos qui interviennent au moment où Damas laisse entendre que Bachar el-Assad pourrait accepter une initiative de l'ONU qui verrait de nouvelles élections en Syrie et le début d'un processus de négociation avec l'opposition syrienne. Alors, pas de troupes françaises au sol en Syrie. Bruno Le Maire, quand il parle de ceux qui étaient hostiles à l'intervention en Irak en 2003 et qui sont favorables à l'intervention en Syrie, c'est de vous dont il parle. Visiblement, il n'est pas d'accord du tout avec votre je ne sais pas, vous lui demanderez. Ouais. Mais ce qui est inconséquent et irréaliste, c'est de ne pas traiter la menace islamiste. Ce qui est inconséquent et irréaliste, c'est de faire croire aux Français qu'avec des vols de reconnaissance ou des frappes aériennes, on pourra se débarrasser de la menace de Daesh. Ce qui est inconséquent et irréaliste, c'est depuis le début de ce conflit que le président de la République française n'ait jamais pris la moindre initiative pour traiter ce conflit, affaiblir Daesh et donc renforcer la sécurité des Français. Ce qui est inconséquent et irréaliste, c'est qu'il n'y ait pas eu une seule initiative politique de la France, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, pour traiter cette crise syrienne, traiter par conséquent la question des réfugiés, prendre des initiatives au Conseil de sécurité et essayer de rétablir de la stabilité dans la région. Ce qui est inconséquent et irréaliste, c'est la position que prend François Hollande sur ce dossier depuis maintenant plusieurs années. Oui, j'estime que des frappes sont nécessaires, mais elles doivent être complétées par une coalition internationale au sol qui élimine la menace de Daesh. Parce qu'on voit bien que personne n'a envie de s'engager. Que la France prenne l'initiative. Vous voyez bien que les États-Unis aujourd'hui sont occupés par le dossier iranien, ne prendront pas d'initiative. L'Allemagne est occupée par le dossier des réfugiés, ne prendra pas l'initiative. La France peut prendre l'initiative, la France doit prendre l'initiative. Qu'elle rassemble les États de la région, qu'elle regarde si la Turquie, si l'Arabie Saoudite, si la Jordanie, si l'Égypte sont prêtes à faire partie d'une coalition pour bien montrer qu'il ne s'agit pas d'une guerre de religion sunnite contre chiite, mais d'une guerre de ceux qui croient dans la liberté, dans le respect de la personne humaine, contre la barbarie de Daesh, qui nous menace, nous Français, directement, et dont nous avons déjà payé le prix du sang avec les attentats qui ont eu lieu en France sur notre sol. Quant à la comparaison entre l'Irak de 2003 et la situation en Syrie en 2015, enfin très franchement, ça ne tient pas la route 2 secondes.
Et je ne peux pas imaginer que le président de la République française puisse faire des comparaisons aussi aberrantes. En 2003, l'Irak n'était pas une menace pour la France. En 2015, Daesh est une menace directe pour la France et a déjà frappé le territoire français et les citoyens français. En 2003, l'Irak, qu'on le veuille ou non, n'était pas un élément de déstabilisation de la région du Moyen-Orient. C'était l'intervention américaine qui a déstabilisé la région. En 2015, Daesh déstabilise tout le Moyen-Orient. Et je l'ai vu dans mes entretiens, aussi bien avec le Premier ministre Netanyahou qu'avec le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Ils sont inquiets, l'un comme l'autre, de la déstabilisation que Daesh fait peser sur tout le Moyen-Orient, sur le Liban, où j'étais il y a encore quelques mois, où l'on voit les positions de Daesh depuis le territoire libanais, sur la Jordanie, sur la bande de Gaza, sur le Sinaï, sur le Yémen, sur la Libye. Daesh déstabilise toute la région. Et c'est nous, Français, nous, Européens, qui demain en paieront les conséquences si nous n'avons pas le courage d'aller intervenir. Je ne suis pas un va-t-en-guerre. Oui, en 2003, je me suis opposé avec beaucoup de fermeté à la guerre en Irak. Quand j'estime qu'une intervention militaire n'est pas nécessaire, je le dis. Je refusais par exemple de voter l'envoi de troupes françaises en Centrafrique. Mais quand notre sécurité la plus élémentaire est en jeu, avec la menace terroriste que fait peser Daesh, quand toute la stabilité d'une région est en jeu, le Moyen-Orient, quelques centaines de kilomètres de chez nous, et je me permets d'ajouter, quand nos valeurs les plus élémentaires, de respect de la personne humaine, de liberté sont en jeu, eh bien oui, j'estime que c'est le devoir de la France d'intervenir et qu'il est irresponsable et irréaliste de ne pas le faire comme le propose François Hollande. Est-ce qu'il n'est pas trop tard aujourd'hui pour décider d'une telle intervention? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu le faire à l'époque où Français et Américains étaient sur le point de le faire? Est-ce que là aujourd'hui... Mais depuis des mois, c'est toujours trop tard. Depuis des mois, à chaque fois qu'on s'apprête à y aller, on n'y va pas. Et c'est bien le drame de François Hollande sur ce sujet-là comme sur tant d'autres. C'est toujours les demi-mesures et jamais les vraies décisions. Eh bien, en matière économique, comme sur la question des réfugiés, comme sur cette question politique, comme sur les questions stratégiques, ce n'est pas des demi-mesures qu'il faut prendre, c'est des vraies décisions politiques fortes. François Hollande n'a pas le courage d'assumer ces décisions politiques fortes, ni sur cette question syrienne, ni sur tous les autres dossiers. Alors, vous parliez des questions économiques, ça a été aussi un des thèmes importants de la conférence de presse de François Hollande. Restez encore avec nous un instant, on va en parler justement avec Johanna Citruc qui nous rejoint. Bonsoir, du magazine Echo Day24 News. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des annonces aujourd'hui qui ont été faites par François Hollande sur ces dossiers économiques. Oui, alors évidemment, l'annonce phare du président de la République, c'est celle des impôts sur le revenu, une baisse pour l'année 2016 de 2 milliards d'euros qui devrait concerner plus de 8 millions de ménages français, une mesure qui va bénéficier donc principalement aux classes moyennes, mais ce n'est pas la première fois que François Hollande prend une telle décision. Il avait déjà procédé à une diminution de l'impôt sur le revenu d'1 milliard d'euros en 2014 et à la suppression de la première tranche d'imposition en 2015. Donc plusieurs millions de Français ont déjà été épargnés par cette taxe depuis le début de son mandat. Les chiffres sont d'ailleurs assez explicites. En 2013, plus de 52% des foyers payaient l'impôt sur le revenu. En 2014, ce chiffre est retombé à 47,5%. On écoute. La politique de baisse des impôts qui a été initiée en 2014, amplifiée cette année, sera poursuivie en 2016. Plus de 2 milliards d'euros y seront consacrés et 8 millions de foyers seront concernés. Alors, comment François Hollande va-t-il compenser cette baisse d'impôts? Alors, sur ce sujet, il est resté assez flou. Il expliquait qu'il faudrait faire des économies un petit peu partout, mais on ne sait pas exactement où et comment, ni de quoi il s'agit. Le problème, c'est que si cette baisse des impôts n'est pas compensée par une autre entrée d'argent, ça pourrait peser au final sur le déficit public. Un déficit que la France doit pourtant réduire pour éviter d'être dans le collimateur de Bruxelles. Les objectifs qui ont été fixés début juillet par le gouvernement et validés par la Commission européenne étaient de 3,8% du PIB pour 2015 et 3,3% pour 2016. Alors, il a été question également du chômage, sujet important pour François Hollande. Effectivement, on se souvient tous donc de la fameuse promesse d'inversion de la courbe du chômage. D'ailleurs, sa candidature pour la présidentielle de 2017 est toujours liée à cette condition. Il l'a rappelé aujourd'hui lors de cette conférence de presse, mais pour le moment, c'est pas vraiment gagné puisque selon des chiffres qui ont été révélés la semaine dernière par l'INSEE au deuxième trimestre 2015, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, le taux de chômage est resté stable à 10% de la population active. Ça représente près de 3 millions de personnes, mais François Hollande n'a pas dit son dernier
dernier mot. Il envisage une réforme du droit du travail pour qu'il soit plus adapté à la réalité des entreprises aujourd'hui. Il veut aussi poursuivre son pacte de responsabilité, donc alléger les charges et les prélèvements pour permettre aux entreprises d'embaucher plus, mais surtout il mise sur la croissance, notamment via une hausse de la consommation des ménages. Selon lui, l'augmentation du PIB devrait s'établir à 1% en 2015 et 1,5% l'année prochaine. On l'écoute. Nous aurons sûrement un peu plus de 1% de croissance cette année. Ce n'est pas encore suffisant pour faire baisser le chômage. Or, c'est notre volonté, c'est notre objectif, c'est aussi notre devoir. La croissance, elle pourra être de 1,5% l'année prochaine. C'est l'objectif que nous allons fixer. Il est raisonnable. Nous pourrons éventuellement... Voilà, merci Johanna Sytruc. Bruno Le Maire, sur ces annonces économiques de François Hollande, la croissance qui ne revient pas, mais il la voit revenir l'année prochaine, vous pensez qu'il va arriver à relever ce pari, ce défi de faire baisser le chômage avant 2017 ? Sur toutes ces annonces, en particulier les nouvelles baisses d'impôts, j'ai envie de reprendre l'expression de François Hollande. Irresponsable et irréaliste. Continuer à baisser l'impôt alors qu'il n'y a pas de croissance, alors que la dette est aussi importante, alors que les déficits se creusent, irresponsable et irréaliste. Le financement, on ne sait pas. Qui va payer, on ne sait pas. La seule chose que l'on sait, c'est qu'on va dépenser toujours plus d'argent public. Je crois en plus que c'est l'inverse de la direction qu'il faudrait prendre. J'estime que plutôt que d'avoir la moitié des Français qui payent l'impôt sur le revenu et l'autre qui ne la paye pas, pour que chacun ait ce sentiment d'appartenance à la citoyenneté nationale, tous les Français, en fonction de leurs revenus évidemment, devraient être soumis à l'impôt sur le revenu, même de manière symbolique pour les revenus les plus faibles, même si c'est quelques dizaines d'euros, mais pour que chacun ait le sentiment d'appartenir à la citoyenneté française, chacun devrait être soumis à l'impôt sur le revenu et financer les services publics. C'est visiblement, pour des raisons très politiciennes, très tactiques, l'inverse de la politique qu'a choisi François Hollande. Je voudrais qu'on dise un mot pour terminer de la situation des Républicains, parce que là aussi c'est quand même assez flou, la présidentielle approche quand même maintenant, on voit plusieurs candidatures se dessiner. Vous serez partant à la primaire aussi ? Pour le moment, je vais à la rencontre des Français, j'échange avec eux. Je profite de ces moments d'opposition aussi pour mieux connaître les conflits importants. J'étais très heureux de passer du temps ici en Israël. J'ai eu une visite passionnante, une rencontre passionnante avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Voilà, il faut tracer sa route. Je trace ma route et puis le moment venu, je prendrai une décision, mais le moment n'est pas venu. Bon, mais est-ce que le trop plein de candidatures ne risque pas de ruiner finalement les chances de victoire de la droite en 2017 ? Parce qu'il y en a beaucoup et on voit bien que l'unité aura du mal à se refaire ensuite. Il y a déjà beaucoup de divisions. Je crois au contraire que ce qui nous permettra de gagner, c'est d'abord d'achever la reconquête territoriale avec les élections régionales à la fin de l'année en 2015 que nous gagnerons, et puis ensuite faire de cette élection primaire un vrai, beau, grand rendez-vous démocratique à laquelle chaque Français pourra participer, même ceux qui n'ont pas leur carte des Républicains ou leur carte du Parti centriste. Tout le monde peut participer. C'est libre, c'est ouvert et ça doit nous permettre enfin de mettre sur la table les vraies options politiques que nous proposons aux Français. Eh bien, si nous réussissons cette primaire, si vraiment c'est ce grand rendez-vous démocratique qui permet à chaque Français de savoir comment construire son avenir, quel avenir nous proposons au pays, bien là, je peux vous garantir que ça nous donnera un élan considérable et que ça nous permettra d'en finir avec 5 années de gauche qui resteront comme une très mauvaise passe pour tous les Français. Merci Bruno Le Maire, député donc des Républicains de l'Eure. Merci d'être venu dans ce studio. Voilà donc pour l'essentiel des titres de journée. L'autre information à présent, c'est la Turquie, un pays qui est sous le choc au lendemain d'une attaque meurtrière revendiquée par le PKK, le Parti des travailleurs kurdes à la frontière turco-irakienne. Ce sont des membres des forces de sécurité turques qui ont été visés et il y a au moins 16 morts selon un bilan donné par l'armée turque. Les Kurdes parlent de dizaines de victimes. David Klezewski. Le calme de ces montagnes est trompeur. Les combats entre Kurdes du PKK et armée turque ont encore franchi un seuil ces dernières 24 heures. Un convoi militaire a été visé par une embuscade sur les hauteurs de Daglika, près de la frontière irakienne. 2 véhicules blindés ont été détruits après avoir roulé sur des engins explosifs, tuant plusieurs soldats. Si l'armée est restée muette sur le bilan, les insurgés kurdes ont pour leur part affirmé que l'attaque avait tué une quinzaine de militaires. Cet assaut est le plus meurtrier depuis la reprise des hostilités, marquées par les bombardements turcs sur des positions kurdes cet été. Ils font ces actions dans le seul but de créer un climat de terreur. Si un parti politique au Parlement avait obtenu 400 députés pour changer la Constitution, la situation aurait été tout à fait différente aujourd'hui.
Autre signe de tension, près de 150 militants du parti islamiste au pouvoir ont attaqué à Istanbul le siège du journal Hürriyet, accusé d'avoir déformé des propos du président Erdogan. En pleine campagne électorale, le président turc entend mobiliser ses électeurs contre les partis pro-kurdes au Parlement, ceux-là même qui ont créé la surprise aux élections de juin et ont privé l'AKP de sa majorité absolue. Officiellement, le pouvoir sortant n'est pas parvenu à former une coalition. Mais sur place, les opposants à Erdogan l'accusent de n'avoir jamais cherché à intégrer les partis pro-kurdes au gouvernement et d'avoir lancé une offensive contre le PKK pour recueillir les suffrages des nationalistes. La Turquie a désormais les yeux rivés sur le 1er novembre, date du scrutin anticipé. Des milliers de Palestiniens ont enterré aujourd'hui la 3e victime de l'incendie criminel de Douma en Cisjordanie. Il s'agit de la mère de famille qui a succombé à ses blessures après la mort de son fils, un bébé de 18 mois, et de son mari. Colère des Palestiniens aujourd'hui alors qu'Israël promet de tout faire pour retrouver et identifier les coupables. Léa Berdugo. Riham Dawabché, 3e victime de l'incendie de Douma. La foule a scandé « Israël est un terroriste » en portant le corps de l'enseignante de 27 ans. Les autorités palestiniennes ont décrété 3 jours de deuil national et placé les drapeaux en berne. Sabri Saïdam est ministre palestinien. Il est venu pour porter un message. En tant que citoyen palestinien, je m'exprime au nom du bébé palestinien mort et de sa famille. Le message est de mettre un terme à l'occupation israélienne et à la violence des colons israéliens. Dans la famille victime de l'incendie, il ne reste qu'Ahmed, 4 ans. La situation de cet enfant grièvement brûlé s'est améliorée. Avant sa mère, son petit frère de 18 mois avait péri dans l'incendie. Son père était mort quelques jours plus tard. Le 31 juillet dernier, la famille avait été victime d'une attaque. Des hommes masqués avaient lancé des engins incendiaires par la fenêtre de la maison. Des inscriptions et des témoignages ont tout de suite désigné des extrémistes juifs comme responsables. Benjamin Netanyahou a redit qu'il considérait cet incendie comme un acte terroriste. Il a présenté une nouvelle fois ses condoléances à la famille. Les forces de l'ordre font tout leur possible pour arrêter les agresseurs, dit-il. Cependant, les auteurs n'ont toujours pas été identifiés. On va marquer une pause et on va se retrouver dans un instant pour évoquer toujours la crise des migrants, le dossier des migrants, comment l'Europe va-t-elle y faire face et puis surtout la démographie européenne va-t-elle se trouver bouleversée? Angela Merkel a eu cette phrase aujourd'hui, l'Allemagne sera transformée par ce qui est en train de se passer. On en parle avec plusieurs invités dans un instant, juste après la pause. À tout de suite. L'Europe a commencé la répartition des migrants par quota. 24 000 seront accueillis en France, 20 000 en Grande-Bretagne, plus de 30 000 pour l'Allemagne. L'Espagne se dit également prête à en accueillir. On en reparle dans un instant. Pas question pour la France d'envoyer des troupes au sol en Syrie pour combattre l'État islamique. En revanche, des frappes aériennes vont avoir lieu sur le territoire syrien dans les jours qui viennent. Et puis les obsèques officielles pour la mère palestinienne de Douma, décédée des suites de l'incendie criminel de sa maison. Elle est la 3e victime du drame, toujours sans coupable identifié. Ils seront encore près de 10 000 réfugiés à franchir aujourd'hui et pour cette seule journée, la frontière allemande. Des migrants qui partent en général en train depuis la gare de Budapest en Hongrie pour se rendre en Allemagne via l'Autriche. Notre envoyé spécial Julia Ganancia a pu suivre ces migrants aujourd'hui dans l'un de ces trains. Reportage. Nous sommes ici dans la gare de Keleti à Budapest. C'est d'ici que des dizaines de migrants montent dans les trains en direction de l'Autriche et de l'Allemagne. Nous avons décidé de les suivre direction Egelsalem, à la frontière avec l'Autriche. Ouvrir les frontières pour répondre à une crise migratoire sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est ce qu'ont fait l'Allemagne et l'Autriche le week-end dernier en accueillant 17 000 réfugiés entre samedi et dimanche. Ce lundi, ils sont encore nombreux à tenter leur chance. Dans ce train, 4 compartiments sont exclusivement réservés aux migrants. Cela représente 320 sièges et ils sont quasiment tous occupés. Vous le voyez derrière moi, les migrants sont en train de s'installer. Ils ont acheté 2 types de billets, celui-ci pour les connexions internes et celui-ci pour les connexions internationales.
Terminus et Géchalom, dernière ville frontalière de Hongrie avant l'Autriche. Si les migrants ne sont plus obligés de descendre du train pour passer la frontière, certains n'ont pas encore pris connaissance de cette décision. Mais maintenant c'est différent car la frontière est ouverte pour que les réfugiés puissent aller en train directement de Budapest en Autriche. Il y a beaucoup de trains directs, donc il n'est plus nécessaire de venir à Egel-Shalom pour changer de train ici ou pour dormir. J'espère que tout le monde à Budapest est au courant. Dimanche soir, 150 personnes sont encore arrivées ici avant d'espérer rejoindre l'Autriche en bus ou à pied. L'Autriche, si loin mais pourtant si proche. Après le flot migratoire qui a continué ce lundi, les autorités autrichiennes ont déjà prévenu, elles ne vont pas tarder à refermer leurs frontières. Alors c'est peut-être tout l'équilibre démographique de l'Europe qui peut se trouver modifié par cette crise majeure. On dit que c'est la plus importante crise migratoire depuis la Seconde Guerre mondiale. On va en parler avec nos invités ce soir. Je salue Avi Pazner, bonsoir. Ambassadeur d'Israël, bonsoir Meir Habib. Bonsoir Charles. Vous êtes député UDI pour les Français de l'étranger. Et bonsoir Franck Riester. Bonsoir. Vous êtes vous aussi député Les Républicains de Seine-et-Marne. Alors Franck Riester, est-ce que la France qui est confrontée à ce problème, qui est en première ligne comme d'autres pays, aujourd'hui pourrait voir justement son équilibre démographique modifié par cette crise? Est-ce que pour vous c'est quelque chose qui peut changer l'équilibre qui existe aujourd'hui en Europe? Si rien n'est fait pour solder le problème à la racine, oui, on sait très bien que c'est aujourd'hui quelques dizaines de milliers, demain ça sera peut-être quelques centaines de milliers de migrants ou de réfugiés qui traverseront la Méditerranée ou qui passeront par les terres pour rejoindre l'Europe et la France. Donc il faut absolument traiter l'origine du problème qui est Daesh. Ces barbares qui aujourd'hui sèment la terreur d'abord et avant tout en Syrie, mais aussi en Irak, en Libye et dans un grand nombre de pays du Moyen-Orient. Donc il faut absolument prendre à bras-le-corps ce problème-là. Il faut envoyer dans le cadre d'une coalition internationale sous mandat de l'ONU des forces sur le sol syrien pour régler la question de Daesh, cette menace qui est directement un problème pour notre pays, la France, pour les pays européens. Regardez ce qui s'est passé avec les attentats en France et qui est à la source de ces migrants qui aujourd'hui vont vers l'Europe, un refuge qui est un refuge logique. C'est dans notre tradition européenne d'accueillir celles et ceux qui sont sous le joug de dictateurs ou qui souffrent dans leur chair. Mais en même temps, on ne peut pas rester dans la situation dans laquelle nous sommes si nous ne prenons pas à bras-le-corps, si nous ne réglons pas à bras-le-corps la question de Daesh en Syrie. Nous aurons une continuité de flux migratoires dans les années qui viennent. Et ce qu'on peut aujourd'hui accueillir dans le cadre de ce droit d'asile, on verra avec quelle méthodologie. Pour l'instant, le président de la République, François Hollande, n'a rien annoncé de concret. Et avec quels moyens donnés aux collectivités territoriales. Je suis le maire d'une commune de Seine-et-Marne. On n'a rien aujourd'hui encore de concret. On n'a rien aujourd'hui encore de concret pour accueillir dignement ces réfugiés. Donc on verra comment on pourra le faire pour ces quelques dizaines de milliers de réfugiés. Mais on voit bien que dans un pays comme le nôtre, avec 10% de chômage, on ne peut pas accueillir des centaines de milliers de personnes. Ça serait là, pour le coup, effectivement, quelque chose de terrible en termes d'intégration de ces populations. Et ça ne serait pas un service rendu à ces populations non plus. Avi Pazner, vous avez l'impression que l'Europe, aujourd'hui, va subir des conséquences qu'on ne peut peut-être pas encore imaginer de ce qui est en train de se passer? Absolument. Et je crois que même Angela Merkel l'a dit, que ça va changer la démographie de l'Allemagne. Elle parle pour l'Allemagne, mais ça va changer la démographie dans toute l'Europe. Vous avez parlé, monsieur le député, de dizaines ou de centaines de milliers d'immigrants. Il peut y en avoir des millions aussi. À ce train-là, il peut y en avoir des millions. Et vous avez déjà en France des minorités considérables. Pas seulement en France, dans toute l'Europe. Et vous allez avoir maintenant, si les portes s'ouvrent, vous allez avoir un gros problème. Je comprends le sens humanitaire quand on voit la souffrance. Mais il faut penser 5 ans, 10 ans, 20 ans en avance. OK? Et là, oui, il faut traiter le problème à sa source. Et on n'a pas traité le problème à sa source. Parce que toutes ces frappes aériennes, depuis 1 an déjà, qui durent, n'ont rien fait pour arrêter Daesh. Au contraire, si vous regardez la carte du Moyen-Orient, Daesh aujourd'hui est plus répandu qu'il ne l'était il y a 1 an. OK? Donc, vous avez besoin d'une décision de mettre des troupes sur le sol. Maintenant, sans les États-Unis, il ne va pas y avoir de décision de mettre les troupes sur le sol. Et tant que Obama
est président des États-Unis, il n'y aura pas de troupes américaines ni en Syrie ni en Irak. Et donc le problème, malheureusement, continuera au détriment de l'Europe. Mais Habib, je partage largement l'avis d'Avi Pazner et l'avis de Franck Riester. Il y a 8 mois de cela, j'ai interpellé le Premier ministre à l'Assemblée nationale. J'ai dit qu'on serait obligé à moyen terme de faire des frappes en Syrie. À l'époque, il ne fallait pas franchir la frontière. La conviction de tous les spécialistes militaires est qu'on pourra gagner cette guerre qu'avec des forces au sol. Est-ce que ça doit être des forces françaises, des forces européennes, des forces américaines qui ont fait toutes les erreurs possibles de l'image du Moyen-Orient? On est en permanence dans la réaction. On a vu une image terrible de cet enfant sur la plage. Tous les jours, depuis des mois, des centaines, des milliers d'enfants sont en train de mourir. En 2015, on crucifie des chrétiens dans cette région du monde, 2000 ans après avoir crucifié le Christ, dans un silence absolu. On est dans la réaction au lieu d'être l'action. Il faut avoir le courage. Sans force terrestre, il faut éradiquer Daesh et éradiquer la seconde partie de la pièce, l'État islamique, les chiites. Au lieu de faire ça, on signe un accord avec un État qui s'appelle l'Iran, qui aura la banque nucléaire. S'il respecte l'accord dans 10 ans, c'est une faute grave. Ce sont des fautes morales. Daesh existe parce qu'il y a l'Iran. C'est les deux faces d'une même pièce qui sont les djihadistes, les islamistes du monde. Aujourd'hui, nous devons... Pourquoi aujourd'hui? C'est bien d'accueillir parce que je suis juif, parce que nous avons souffert. L'Europe ne peut pas rester insensible à ce qui est en train de se passer. Pourquoi l'Arabie Saoudite? Pourquoi pas le Qatar? Pourquoi tous ces pays n'accueillent pas aussi des réfugiés, ces malheureux? Rien. Le problème est bien plus... On est dans la réaction, on est d'être dans l'action. Et beaucoup encore reste à faire, sans frappe, terrestre. Alors, est-ce que c'est une coalition, comme l'a dit tout à l'heure Bruno Le Maire, internationale avec des forces arabes, des forces européennes, des forces américaines? Sans force terrestre, c'est un fait. Nous ne vaincrons pas Daesh. Ouais, mais pour l'instant, le débat, en tout cas, n'est pas ouvert, parce qu'on voit bien que François Hollande a été catégorique aujourd'hui, que les Américains ne sont pas prêts, vous le disiez. Si cette opération n'a pas lieu, qu'est-ce qui va se passer? Les réfugiés vont continuer d'arriver et l'Europe va devoir bien s'en occuper. Alors, le débat est là, mais des responsables politiques de notre famille politique, comme Bruno Le Maire, ont été très clairs. Il faut absolument que la France, et plus largement l'Europe, fasse face à ses responsabilités et assume ses responsabilités. Je veux dire, c'est inconséquent que le président de la République ait dit simplement qu'on ferait quelques frappes aériennes de plus, comme vous l'avez très bien rappelé. Ça fait 1 an qu'elles existent, ces frappes aériennes. Et avec quel résultat? Le résultat n'est pas du tout à la hauteur des attentes. Et de nombreux experts sont bien convaincus qu'on ne réglera pas la menace de Daesh sans présence au sol. On était capable de le faire en Afghanistan. Les États-Unis ont envoyé un grand nombre de GI en Irak, alors même que la menace était beaucoup moins importante, beaucoup moins grave qu'elle ne l'est aujourd'hui avec Daesh, notamment pour l'Europe. Et on ne serait pas capable de régler la question de la menace de Daesh. Alors évidemment, ça ne réglera pas tout le problème de la déstabilisation du Moyen-Orient. Mais on ne pourra pas avoir une réponse politique au Moyen-Orient et notamment en Syrie si on ne règle pas la question de Daesh prioritairement. Et puis, deuxièmement, il faut que l'Europe arrête d'être dans une politique en matière de défense de désengagement. On voit bien qu'il y a des menaces considérables aux portes de l'Europe et la France ne peut pas être le seul pays qui continue d'investir en matière de défense. Il faut que la Grande-Bretagne, il faut que l'Allemagne, il faut que tous les pays européens changent de politique parce que c'est pas simplement en tendant à juste titre la main à toutes celles et ceux qui souffrent qu'on réglera sur le long terme cette question-là. C'est en ayant une réponse aussi de défense européenne que nous pourrons régler ce problème-là. Et en attendant, essayer de réunir les bonnes volontés en matière internationale. La Russie qui change son point de vue sur des interventions en Syrie, les États-Unis et bien sûr les pays... les puissances sunnites de la région comme l'Arabie Saoudite, le Qatar ou bien encore la Jordanie. Et on voit qu'Israël aussi est en première ligne ici à Vipazner et suit de près ce qui se passe aussi parce que forcément les Israéliens sont amenés de temps en temps à intervenir, on le sait, dans ce conflit syrien. Oui, intervenir, il faut faire très attention. Nous intervenons humanitairement pour le moment en ouvrant nos frontières aux blessés syriens. Des milliers et des milliers ont été traités en Israël, ont été guéris en Israël, sont retournés en Syrie, parce qu'ils veulent retourner en Syrie, mais c'est complètement différent du problème des migrants. J'ai trouvé, je dois le dire, les déclarations du chef de l'opposition, M. Herzog, étonnantes. Voilà, qui voulait qu'Israël accueille aussi des réfugiés syriens. J'ai trouvé ça inopportune, pour pas en dire plus, qu'on accueille, nous, des réfugiés syriens qui ne veulent pas venir en Israël.
aucun réfugié syrien n'a exprimé le désir de venir en Israël. Il y a autour de nous des pays qui ont beaucoup d'affinités avec ces réfugiés. Et donc, j'ai trouvé cette déclaration de M. Herzog dangereuse. Je ne crois pas qu'il y ait une majorité d'Israéliens qui soutiennent une position pareille. Mais je crois qu'Israël, pour le moment, a adopté une politique très juste. Très juste. Premièrement, en aidant humanitairement. Et deuxièmement, en empêchant des flots d'émigrés d'arriver en Israël. Et je dois dire que, par exemple, la construction de la barrière qui a été faite dans le Negev, qui était une décision personnelle du Premier ministre, une initiative personnelle du Premier ministre, et une barrière similaire qui est construite le long de la frontière jordanienne, ce sont là, pour Israël, ça ne joue peut-être pas pour l'Europe, pour Israël, ce sont là des réponses adéquates. Mais Rabib, j'ai la conviction, encore une fois, qu'on ne gagnera pas cette guerre par procuration. C'est ce qu'on essaie de faire. On ferme les yeux. On accueille aujourd'hui 20 000 réfugiés. Mais il y en a des centaines de milliers, voire des millions. Pourra-t-on demain accueillir des millions de réfugiés? Non, ce n'est pas possible. Moi, je ne me résous pas à voir mon pays, la France, avec un Front National à 25 ou 30%. Or, en faisant n'importe quoi, c'est ce qu'on pousse le Front National à grossir et à grandir. Traitons le problème à la face. Coupons la tête à Daesh pour exprimer une expression qu'ils aiment tant. Il faut vaincre Daesh à tout prix. On sait le faire. Nous sommes faibles. Les États-Unis ont fait, comme je le disais tout à l'heure, toutes les erreurs possibles et inimaginables. La France, comme le disait mon collègue, doit prendre ses responsabilités. Elle les prend qu'à moitié. Il n'y a pas de demi-mesure dans ce genre de choses. Il suffit de voir ce qui est en train de se passer à cette partie du monde. Et je reviens encore une fois. Peu de gens le font, mais je veux le faire. Sur ce mauvais accord qu'on a eu aujourd'hui avec un État qui s'appelle l'Iran, qui pourrait être nucléaire, qui est à l'origine directe de l'existence de Daesh. Il y avait Al-Qaïda, mais Daesh n'existe que par rapport... La Syrie, Assad est une marionnette des Iraniens, comme le Liban, comme le Yémen. Ne perdons pas cette vue et essayons de réfléchir. Il n'y a pas de réponse facile. Il suffit d'affronter les problèmes. Nous ne le faisons pas suffisamment à ce jour. Qui d'autre que la France, quand même, qui est la première cible de Daesh, qui est au cœur de l'Europe, pour prendre une initiative internationale? Elle est membre du comité permanent des Nations Unies. Elle est au cœur du problème aujourd'hui. C'est à elle de prendre l'initiative à l'ONU pour faire en sorte de donner les moyens à une coalition internationale pour agir au sol pour régler la question de Daesh. C'est à la France d'y aller. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Ouais. Les gens n'arrivent pas à comprendre. On a décapité des gens en France aujourd'hui, en 2015. On a tué des juifs, des policiers, des journalistes, une jeune fille Aurélie Châtelain. Parce que ça fait depuis 2011 quand même qu'il y a un conflit. Je voulais juste ajouter... vous êtes français, et moi je suis israélien. Je crois qu'il faut voir les choses d'une façon plus large. Il y a là une énorme responsabilité des États-Unis, de la politique des États-Unis, qui ont quitté précipitamment l'Irak. Daesh, où est le noyau dur de Daesh? C'est l'armée irakienne qui s'est désintégrée. Okay? Et la menace d'Obama, il y a 2-3 ans, de frapper, d'essayer d'écarter Assad, une menace dont il s'est retiré quelques jours après, il y a là une grande responsabilité. Vous avez raison, toutes les grandes puissances ont leur responsabilité, la France aussi, qui est une grande puissance. Mais où sont les États-Unis dans toute cette histoire? Où sont les États-Unis quand, bien sûr, Obama dit « nous ne voulons pas être les policiers du monde ». Alors, qui le sera? Mais concrètement, c'est une évolution effectivement de la politique internationale des États-Unis. Daesh n'est pas une menace directe pour les États-Unis, donc ils ne sont pas à l'initiative. Eh bien, c'est une menace directe pour l'Europe, tant en matière de terrorisme qu'en matière de conséquences par rapport à l'arrivée de ces migrants. C'est à l'Europe de saisir cette question-là, et au sein de l'Europe, à la France d'être en première ligne. Et vous verrez que quand la France fera mouvement, sera à l'offensive, comme le disait tout à l'heure encore Bruno Le Maire avec pertinence, eh bien les autres puissances internationales suivront. Parce qu'on voit bien qu'au-delà... Donc la France doit y aller seule, à votre avis? Non, prendra l'initiative, d'être à l'initiative au niveau des négociations internationales, pas seule sur le terrain, ça serait une folie bien évidemment. Mais c'est à elle d'aller à l'offensive en matière diplomatique pour faire en sorte qu'il puisse y avoir des armées coalisées sur le sol en Syrie pour mettre fin à la menace de Daesh. Et vous verrez que si la France est à l'initiative, les autres puissances suivront. Parce qu'au-delà de la question de la menace terroriste, au-delà de la question des migrants, c'est une question de valeur. Ce sont des barbares qui nient la dignité de l'être humain. Et nous ne pouvons pas accepter ça en Europe, à nos frontières.
Vous qui connaissez bien le Moyen-Orient, vous voyez des pays du Golfe ou l'Égypte se lancer dans une opération terrestre aujourd'hui en Syrie. Est-ce que c'est envisageable, ça? Ça pourrait être envisageable. Si, comme vous le dites, il y a une vraie coalition internationale. Ce serait bien si la France prendrait l'initiative. Il faudrait là une vraie coalition internationale. D'ailleurs, on a déjà vu l'Égypte prendre part à une guerre contre Saddam Hussein. C'est-à-dire, c'est envisageable. Mais évidemment, ces pays arabes ne vont pas le faire tout seuls ou ne vont pas le faire en premier. Okay, il faut que quelqu'un prenne... Absolument. Mais c'est pour ça, c'est envisageable, à mon avis, tant que les pays sunnites n'auront pas l'impression qu'on est en train de donner une préférence pour les chiites. C'est une guerre chiite-sunnite interne, et nous payons les pots cassés actuellement. Avec cet accord avec l'Iran, dont tous les pays du Golfe, les Émirats, au-delà d'Israël, l'Arabie saoudite étaient contre. Et là, on voit bien aujourd'hui l'inquiétude. Les États-Unis, qui font encore une erreur, donnent l'impression de choisir un camp par rapport à un autre. C'est une erreur grave. C'est pareil, blanc, bonnet, bonnet blanc. La peste et le choléra, je ne choisis pas entre... C'est nos valeurs. On est en train d'éradiquer nos valeurs. Il n'y a pas un bon côté et un mauvais côté, il y a deux mauvais côtés. Et on est en train de faire, hélas, beaucoup d'erreurs. Alors, je voudrais qu'on regarde également un autre exemple de la pression qu'exercent ces réfugiés. C'est une petite île grecque, l'île de Lesbos, qui est au bord de l'explosion. C'est ce qu'a dit aujourd'hui un ministre grec, car sur ce petit territoire, 15 000 réfugiés sont arrivés récemment par mer, prenant les autorités, évidemment, de court. Léa Berdugo. Une situation explosive pour cette île de 85 000 habitants. Ce lundi, des milliers de réfugiés sont parvenus à arriver à Athènes en ferry, le second en moins de 24 heures à rejoindre le port de Pirée. À Lesbos, qui accueille la moitié des flux, ils sont nombreux à dénoncer une confusion grandissante dans la gestion de la situation par les autorités. Samedi, la police et des déplacés se sont affrontés dans la soirée. Résultat, un réfugié blessé et hospitalisé. Omar est un réfugié syrien originaire d'Idlib. Il dit avoir été victime de violences policières. Très dur la vie dans le camp, au port. La police aime attraper, aime tuer, aime bousculer. On a une femme dans notre famille, elle est enceinte. La police la bouscule, lui fait plein d'autres mauvaises choses. Les autorités grecques ont pris dimanche une série de mesures d'urgence pour accélérer le transfert des déplacés vers la capitale grecque. Nader et Mohamed font partie de ces évacués. J'ai besoin d'un futur pour mes enfants, pas pour moi. J'ai 42 ans, peut-être que je peux trouver un petit boulot, quelque chose. Mais mes enfants peuvent trouver leur futur. C'est pour ça que je suis venu. Je viens d'Afghanistan, je suis passé par beaucoup de pays pour arriver jusqu'ici. C'est difficile d'arriver jusqu'ici. Selon la police portuaire, 2600 réfugiés et migrants ont été recueillis en mer par les gardes-côtes grecs entre vendredi et lundi matin. Depuis janvier, la Grèce a enregistré 230 000 entrées par voie maritime. Voilà donc un exemple de ces pressions très fortes qui s'exercent sur de petits territoires. Juste un mot là-dessus justement. Les populations européennes sont plus circonspectes sur l'intégration de ces migrants que ne le sont les dirigeants aujourd'hui, parce qu'on voit bien qu'il y a globalement quand même une inquiétude des Européens. Est-ce que vous pensez que ça va être compliqué ? Oui, ça va être compliqué, évidemment, parce que ça représente beaucoup de personnes et on voit bien que dans un certain nombre de pays, dont la France, on a déjà du mal à donner un toit à tout le monde ou un logement à tout le monde ou un emploi à tout le monde. Donc, il va falloir que l'État prenne vraiment les choses avec beaucoup de responsabilité et ne laisse pas les collectivités territoriales dans la situation dont parfois elle la laisse, dans des nouvelles responsabilités. Et là, en l'occurrence, le président de la République, on dit on va accueillir 24 000 réfugiés. Pas un mot de la façon dont il allait procéder, pas un mot sur les moyens qui doivent être mobilisés pour les collectivités territoriales pour les accueillir. Et en tant que maire, par exemple, moi je suis évidemment effaré et très inquiet de la façon dont tout ça va pouvoir se faire. En tout état de cause, on verra bien. Il va falloir se mobiliser parce qu'on ne peut pas laisser effectivement ces familles, ces enfants, ces femmes dans la situation dans laquelle ils se retrouvent, dans ces îles de Grèce ou aux portes de notre pays, de notre continent. Mais il va falloir vraiment que l'État nous aide les collectivités territoriales et soit à la hauteur de ses responsabilités. Pour l'instant, on ne voit pas trop quel est le chemin qui va être emprunté. J'ai entendu dire aujourd'hui qu'une majorité de la population française était contre l'assouplissement
des lois d'immigration. Pour le moment, ça va parce qu'on voit ces images, comme vous l'avez mentionné, l'image du petit garçon. Mais dans quelques mois, et quand il y aura des élections en France, et vous allez avoir bientôt des élections régionales d'abord, et ensuite, c'est un problème qui va passer au premier rang. Et j'ai bien peur, comme vous, Meir, que le Front National n'en profite, en fin de compte, en France, justement. Et pas seulement le Front National en France. En Allemagne, vous avez même des forces politiques pires que le Front National, des néo-nazis, ok ? Pour moi, c'est une situation inquiétante. Il y a aujourd'hui l'euphorie de l'accueil. Je vois les images, on vient avec des ballons et des fleurs dans les gares de train. Ça, c'est passant. Quand il y aura une situation qui va s'incruster, il va y avoir une réaction. On est en permanence dans l'affectif et dans l'affect. Au lieu d'être dans l'action, on est dans la réaction. Il y a quelques semaines de cela, après le drame évité par une chance extraordinaire dans le TGV, tout le monde voulait plus de sécurité, il fallait mettre de la sécurité partout, on était dans les effets, les mesures inverses, plus de sécurité, plus de... C'est impossible, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça avec une photo. Il y a 24 000, mais demain il y aura 240 000, 2,5 millions, 24 millions. Pourquoi on va dire non aux autres millions alors qu'on a pris 24 000 ? C'est très complexe. On doit traiter le problème à la source, on doit vaincre Daesh, ça ne peut passer que par une intervention terrestre. Sur l'accueil des migrants, pardon, oui, je t'en prie. Mais une des grandes difficultés devant laquelle on va être, c'est de faire la différence entre celles et ceux qui doivent bénéficier du droit d'asile et celles et ceux qui sont plutôt dans le cadre d'une migration économique et qui devront, enfin en tout cas ça c'est ma conviction, retourner dans leur pays. Et pour l'instant, l'État français et l'Europe n'est pas du tout structuré pour l'instant pour pouvoir faire cette distinction d'une façon pertinente. D'abord parce que le délai de traitement des dossiers du droit d'asile en France est beaucoup trop long. C'est 18 mois ou 2 ans, alors qu'il faudrait que ça soit traité en 2-3 mois. Et puis deuxièmement, il n'y a pas une volonté très ferme de reconduite à la frontière de celles et ceux qui sont dans le cadre de la migration économique. Et dernier point, il faut mettre absolument un état d'urgence de rassemblement entre l'État et les collectivités territoriales pour donner les moyens à ces collectivités territoriales d'accueillir dignement ces immigrés, parce que sinon nous allons nous retrouver dans une situation d'incapacité de notre pays à intégrer ces populations dans un pays, encore la France, qui est dans une situation économique et sociale avec un chômage à plus de 10% de la population qui est intenable et qui ne permettra pas l'intégration correcte. Merci à tous les trois. Merci Franck Riester, merci Meir Habib, merci Avi Pazner. Pour peut-être égayer un peu ce dossier évidemment très sérieux, eh bien, il y a cette proposition qui peut paraître farfelue d'un milliardaire égyptien qui a lui proposé tout simplement d'acheter une île en Méditerranée afin de l'offrir aux réfugiés pour les accueillir. Léa Volbert. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Un milliardaire égyptien propose d'acheter une île au large de la Grèce ou de l'Italie afin de loger les centaines de milliers de migrants qui affluent des pays en guerre. Trop c'est trop, 2 photos, celle de l'enfant sur la plage et celle d'Hongrie. Ces gens sont traités comme du bétail. Naguid Sawiris a 61 ans, il est copte, ancien proche de Moubarak et aujourd'hui d'Al-Sisi, propriétaire de l'empire des télécoms Orascom et donc multimilliardaire. Dans une interview accordée à une chaîne de télévision égyptienne, l'homme d'affaires estime que l'acquisition de cette île devrait lui coûter entre 10 et 100 millions de dollars dans un premier temps, puisqu'il faut ensuite financer les infrastructures, la main-d'œuvre et tout ce qui constitue une société. Tout à fait faisable, estime Naguid Sawiris. Aujourd'hui, 2 lettres ont été envoyées au Premier ministre italien et au Premier ministre grec. Tout ce que je veux, c'est qu'on me trouve une île et je m'occupe de tout le financement. Encore faut-il déterminer l'existence légale de ce nouvel État. Qui le gouvernera? Quelle nationalité pour ses habitants? Depuis le début de l'année, plus de 350 000 migrants ont traversé la Méditerranée. Selon l'Organisation internationale pour les migrants, 2600 d'entre eux sont morts avant de rejoindre l'Europe. Voilà, un peu de sport pour refermer provisoirement ce grand direct. Eh bien, on va vous montrer d'abord les images de la nuit dernière. Il a souffert, le numéro 1 mondial, Novak Djokovic, pour parvenir à se hisser en quart de finale. Il était opposé à l'Espagnol Bautista Agut et il a fallu 4-7. Djokovic a bien remporté le premier, vous le voyez ici, 6-3, mais ensuite l'Espagnol a gagné la deuxième manche.
Et c'est donc au bout d'un 4e set que Djokovic s'impose finalement 6-3. Donc dans la 4e manche, Djokovic en quart de finale. Il est le favori avec Federer maintenant depuis l'élimination de Nadal. 2-7 US Open. Notez que chez les Français, Tsonga s'est qualifié face à un autre Français pair. Chardy en revanche a été sorti et donc voilà Djokovic qualifié. Puis l'événement, c'est la Française Mladenovic, la jeune Française. Pour la première fois, elle atteint un quart de finale en Grand Chelem et ça se passe donc à New York à l'US Open. Elle a battu la Russe Makarova. Elle sera opposée à l'Italienne Roberta Vinci au prochain tour. Très belle performance donc de la jeune Française d'origine serbe, Kristina Mladenovic. Voilà, dans un instant, eh bien, nouveau point complet sur l'actualité, ce sera avec Daniel Atlan. Nous, on va se retrouver dans une dizaine de minutes pour parler notamment de l'autorité palestinienne qui pourrait décider d'ajourner ce fameux conseil extraordinaire prévu la semaine prochaine pour entériner la décision de Mahmoud Abbas. C'est assez compliqué, on en reparle tout à l'heure. Retour du Grand Direct et théoriquement doit se tenir la semaine prochaine à Ramallah et pour la première fois depuis 20 ans une réunion plénière de toutes les factions palestiniennes réunies au sein de l'OLP théoriquement parce que rien n'est moins sûr, on va en parler dans un instant et il serait question à l'occasion de cette réunion de proposer, c'est en tout cas ce qu'indiquent certaines sources palestiniennes, de mettre fin aux accords d'Oslo, ces fameux accords d'Oslo qui vont fêter justement cette semaine leur 22e anniversaire. Rappelez-vous, c'était à la Maison-Blanche, un 13 septembre. Joseph Emmanuel. Il y a 22 ans, une poignée de main mettait fin à l'un des plus vieux conflits du monde. C'est en tout cas l'objectif qui était recherché, mettre fin au conflit israélo-palestinien, un conflit considéré comme petit par rapport à d'autres, autrement plus meurtriers, comme le conflit actuel en Syrie. Mais cette guerre a des résonances immenses qui déchaînent les passions partout dans le monde. On n'est pas des racistes, mais il faut voir de l'autre côté les enfants palestiniens qui... Nous sommes le 13 septembre 1993. Depuis plusieurs mois, les négociateurs israéliens et palestiniens posent les jalons d'un accord de paix. Yitzhak Rabin est alors Premier ministre d'Israël, Yasser Arafat, le président de l'OLP, et Bill Clinton, l'hôte de la Maison-Blanche. Ils sont en train d'écrire l'histoire. La Palestine sera bientôt créée aux côtés d'Israël. Mais 22 ans plus tard, qu'en est-il de ce traité de paix? La Palestine est reconnue par de nombreux pays, même par le Vatican, mais elle n'existe toujours pas. Les attentats kamikazes et les attaques terroristes commis par des Palestiniens n'ont pas cessé. Gaza est devenu un territoire intégralement contrôlé par le Hamas. L'autorité palestinienne dénonce une colonisation croissante. Et elle pense aujourd'hui abroger les accords d'Oslo. Le Conseil national palestinien se réunit la semaine prochaine, et ce pour la première fois depuis 10 ans. Objectif, débattre d'une motion qui effacerait purement et simplement les accords d'Oslo. Une décision lourde de sens, lourde aussi de conséquences. Car si l'autorité palestinienne approuve cette motion, c'est à l'ONU que Mahmoud Abbas annoncera cette décision devant une assemblée générale qui ne pourra rien faire d'autre qu'acter. Impuissante, comme souvent face à deux protagonistes qui ne s'entendent pas. Côté israélien, on assure que cette nouvelle menace, présentée comme une épée de Damoclès, sera contre-productive. Toutes les possibilités restent donc sur la table dans la résolution de l'un des plus vieux conflits contemporains. Alors, ce n'est pas la première fois, effectivement, que l'on entend parler d'une possible abrogation des accords d'Oslo côté palestinien. On va en parler. Daniel Haïk, bonsoir. Analyste. Ali Waqued, bonsoir également. Un spécialiste du monde arabe et musulman sur Act24 News. D'abord, une précision, Ali. On entendait cet après-midi de possibles rumeurs sur une annulation de cette réunion plénière à Ramallah. Qu'en est-il ce soir ? Bon, il y a deux raisons pour lesquelles ce conseil peut être annulé ou reporté. Un, le fait que Abou Mazen ne pourra pas convaincre le président palestinien via ces conseils, ne pourrait pas convaincre les autres factions palestiniennes. Le FPLP et le PFLP ont fait savoir qu'ils ne vont pas participer, qu'ils vont boycotter ce conseil. Donc, d'une façon légale, il n'a pas le minimum nécessaire pour convoquer le conseil. Et deux, peut-être l'évolution la plus importante de cet après-midi, c'est un discours mené par le chef du Hamas, Khaled Mashal, qui peut-être a présenté à Abou Mazen le
moyen de redescendre sur terre, parce que Khaled Mash'al a dit que si jamais l'autorité palestinienne reporte le Conseil national, il sera en mesure de présenter une nouvelle initiative d'union nationale autour de laquelle les organisations palestiniennes pourraient se réunir et discuter une réconciliation au sein de l'autorité palestinienne. Alors, parlons maintenant donc de ces accords d'Oslo dont on dit qu'ils pourraient disparaître. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont encore un impact évident, apparent, selon vous, Daniel? C'est un euphémisme de dire que les accords d'Oslo risquent de disparaître. Ils sont de facto déjà morts et presque enterrés depuis bien longtemps, si l'on se réfère en tout cas à la sémantique en Israël et même du côté palestinien également. Eh bien, on peut dire que plus personne ne croit véritablement que les accords d'Oslo ont une chance d'aboutir. Et le grand problème, c'était justement les attentes de ce processus d'Oslo. Et si ces accords d'Oslo sont morts, et on peut dire, certains même affirment qu'ils sont morts-nés, qu'ils n'ont pas véritablement bien commencé, c'est parce qu'il y avait des différences d'attente de la part des deux parties. Dans la déclaration de principe qui a été signée effectivement le 13 septembre 1993, eh bien, par exemple, il ne fait pas mention d'un État palestinien. On ne parle pas de la création d'un État palestinien. C'est-à-dire que même Shimon Peres, qui avait négocié ces accords, même Yitzhak Rabin, qui les a, on va dire, accepté, cette déclaration de principe rétroactivement, eh bien, ne pensait pas au départ que cela devait aboutir à la création d'un État palestinien. Or, les Palestiniens, de leur côté, bien entendu, estimaient que cela ne pouvait pas se terminer autrement que par la création d'un État palestinien. Et puis ensuite, on peut dire qu'il y a eu une dégradation permanente, il y a eu une crise de confiance, il y a eu des événements marquants qui ont entamé cette confiance qui était, on va dire, le socle de la réussite des accords d'Oslo. Cette confiance, elle a été entamée d'abord, on peut dire, il y a eu des attentats tout de suite après, il y a eu des attentats des deux côtés, on va dire. Il y a eu l'attentat à Hebron du docteur Baruch Goldstein contre des fidèles musulmans à l'intérieur du caveau des Patriarches, et il y a eu aussi des dizaines d'attentats, en particulier pendant l'hiver 95-96, et puis il y a eu deux événements marquants. Il y a eu le sommet de Camp David qui a été très mal préparé, le sommet de Camp David en juillet 2000 qui a été très mal préparé. Il y avait Bill Clinton, Ehud Barak du côté israélien et Yasser Arafat du côté palestinien, et en dépit des concessions, des propositions, on va dire, généreuses faites à l'époque par Ehud Barak, eh bien Yasser Arafat a repoussé ces propositions et rentré triomphant à Gaza, alors que l'on sentait déjà du côté israélien qu'il s'agissait d'un échec. Et le deuxième grand échec, c'est véritablement l'intifada avec son cortège d'attentats, plus de 1500 tués civils et militaires du côté israélien, qui a totalement, cette intifada, ébranlé la confiance des Israéliens en un processus de paix quelconque, même si les Israéliens pensaient qu'au début d'Oslo, on pouvait être dans une forme de normalité, on pouvait enclencher une forme de normalité, que cet État d'Israël allait pouvoir devenir un État de paix. Eh bien, finalement, à partir de l'intifada, on n'y a plus vraiment cru. Aujourd'hui, les sondages sont clairs. Il y a 20 à 25% des Israéliens qui croient encore en une chance de paix, de règlement du conflit israélo-palestinien dans cette génération. Alors, c'est pareil côté palestinien, Ali Waked, on ne croit plus en ces accords d'Oslo? Oui, on ne croit plus aux accords d'Oslo, mais je ne suis pas d'accord avec la définition qui dit que les accords d'Oslo sont morts. Peut-être l'esprit et l'espoir que ces accords ont apporté sont morts, mais le fait qu'à la frontière avec Israël, la frontière entre Israël et la Cisjordanie, il y a des dizaines de milliers d'hommes armés, de gens de sécurité de l'autorité palestinienne. Le fait qu'Israël ne s'occupe pas des millions des fonctionnaires et des étudiants et des élèves palestiniens, c'est dû aux accords d'Oslo. Le fait que l'autorité palestinienne fonctionne en tant que garde-frontière entre Israël et des organisations radicales comme le Hamas et le djihad islamique, c'est dû essentiellement à Oslo. Et c'est le critique présenté envers ceux qui ont été pour les accords d'Oslo au côté palestinien, qui dit que ces accords ont donné essentiellement à Israël la sécurité et n'ont rien achevé côté palestinien. Ils ont achevé plus de colons juifs dans les territoires palestiniens. On est passé de 100 000 à plus autour de 350 000 colons en Cisjordanie. Et donc, l'esprit et l'espoir ne sont plus là, mais les Palestiniens comprennent que
il vaut mieux une autorité palestinienne issue d'Oslo, très affaiblie, que de voir l'autorité palestinienne disparaître. Il faut mettre l'ordre dans les choses. Abou Mazen, ce n'est pas la première fois qu'il menace. Il menaçait d'arrêter la coordination sécuritaire, et hier soir, suite à l'information qui a dit que la mère du bébé palestinien qui a été brûlé il y a un mois est décédée, Abou Mazen a donné les instructions aux services de sécurité de faire tout pour arrêter une escalade éventuelle et une confrontation et des émeutes entre Palestiniens et les services et l'armée israélienne. Ça, c'est un. Deux, quand on parle d'Oslo, la présidence palestinienne, le conseil législatif palestinien, est-ce que Abou Mazen, quand il dit annuler les accords d'Oslo, est-ce qu'il dit démanteler l'autorité palestinienne et les institutions de l'autorité palestinienne? Parce qu'il ne suffit pas de menacer d'annuler Oslo, parce que dû à Oslo, il y a tout un tas d'institutions qui règlent la vie des Palestiniens, qui ordonnent la vie des Palestiniens. Est-ce qu'Abou Mazen, il veut annuler quand il va annuler les accords d'Oslo, est-ce qu'il va annuler son poste à lui? Est-ce qu'il cessera d'être président de l'autorité palestinienne? Est-ce que le Parlement palestinien arrêtera d'exister et les 128 membres du Parlement palestinien seront dissolus avec leur Parlement? Donc il ne faut pas, à mon avis, cette menace d'Abou Mazen n'est pas nouvelle, mais elle est issue à un vrai sentiment de frustration au sein de la direction palestinienne que ce processus de négociation avec Israël n'a rien abouti, et qui vaut peut-être aller au-delà des menaces d'arrêter la coordination et de mettre la stratégie, toute la stratégie d'Oslo, toute la stratégie de négociation sur la table. Alors, est-ce qu'Israël en profite d'ailleurs plus finalement que les Palestiniens de ces accords d'Oslo? Israël a été prêt à faire de multiples concessions. Est-ce qu'Israël en profite aujourd'hui? Difficile à dire. Finalement, d'une certaine manière, il n'y a pas de règlement du conflit. Il n'y a pas de paix entre Israéliens et Palestiniens. Il y a toujours un état de tension. On le constate toujours au cours des derniers mois en Judée et en Samarie. Donc, il y a toujours ces attentats, toujours ces risques d'attentats terroristes. Et donc, d'une certaine manière, Israël ne profite pas. On ne peut pas parler de règlement. On ne peut pas parler de ce fameux Proche-Orient, nouveau Proche-Orient auquel aspirait Shimon Peres. Je crois que quelque part, la frustration d'Abou Mazen, qui est multiple, hein, peut-être que cet homme vient de passer les 80 ans, il est peut-être fatigué du pouvoir, il est fatigué de ne pas avoir obtenu ce qu'il souhaitait, mais je crois que c'est le reflet aussi d'un contexte. On a beaucoup parlé ces derniers mois de l'accord de Vienne, de l'accord entre les puissances occidentales et l'Iran, et je crois que quelque part, si Abou Mazen voulait menacer de mettre fin aux accords d'Oslo, c'est aussi par rapport à la position de recul adoptée par l'administration américaine. L'administration Obama s'est totalement démobilisée, alors qu'elle était mobilisée au début, pendant le premier mandat de Barack Obama, elle était totalement mobilisée, elle s'est démobilisée au profit donc d'un règlement avec l'Iran. Et là, Mahmoud Abbas comprend que sans le soutien d'une puissance comme les États-Unis, il n'y a aucune chance de régler le conflit israélo-palestinien. Et donc, on adopte du côté palestinien, c'est ce que l'on a fait depuis 2 ans, une position, on va dire, une politique de l'unilatéralisme, des démarches unilatérales auprès des institutions internationales. Ce n'est pas par hasard qu'il aurait l'intention de faire cette annonce lors de l'Assemblée générale des Nations Unies à la fin du mois de septembre à New York. Donc l'idée, c'est de montrer nous ne pouvons plus faire confiance en ce processus, nous devons prendre des initiatives unilatérales, et c'est ce que nous essayons de faire. Il n'y a pas rien à attendre du côté israélien, il n'y a rien à attendre surtout du côté américain. L'été 2014 devait être le moment d'une initiative internationale qui allait encourager la démarche unilatérale des Palestiniens. Depuis l'été 2014, on parle de l'initiative américaine, de l'initiative arabe, de l'initiative française, la dernière initiative. Et pour le moment, on est au bout de 12 mois de septembre 2014 et rien n'est fait. L'initiative française n'est pas présentée au Conseil de sécurité et les Palestiniens se sont isolés, se sont seuls, même sur la scène internationale. Merci Ali Waked, Daniel Haïk. Et puis on parle de Moyen-Orient. On va vous faire écouter un extrait de l'émission Reportage ce soir présentée par Stéphane Calvo. Ce sera avec une interview étonnante, exclusive d'un ancien général saoudien qui est considéré comme l'un des proches du nouveau roi Salman et qui ouvre une nouvelle perspective dans les relations entre Israël et l'Arabie saoudite dans un Moyen-Orient très troublé. Interview d'Enrique Sumerman, extrait. Général Anwar, merci beaucoup de nous accorder cette interview. À travers les publications de votre centre, vous écrivez beaucoup sur la situation au Moyen-Orient.
Les luttes dans le monde ont changé. De luttes idéologiques, elles sont devenues économiques. Les États-Unis ont désigné le Moyen-Orient comme terrain central et leur théorie est la suivante. Quiconque contrôle le terrain central contrôle l'économie du monde. L'Iran, en pensant à une renaissance de l'Empire perse qui date de 500 ans avant Jésus-Christ, voudrait s'étendre en Irak et en Syrie jusqu'à atteindre la Méditerranée pour pouvoir ensuite arriver en Égypte puis en Europe. C'est pour ça qu'ils emploient des moyens concrets pour arriver à leur but, des moyens qui déstabilisent toute la région. L'Iran n'arrive pas à contrôler les niveaux de déstabilisation provoqués en Irak, en Syrie, au Liban et dans le reste des pays. Nous avons besoin du Premier ministre Netanyahou, car c'est un homme fort et logique. Nous avons besoin qu'il accepte et annonce qu'il accepte la proposition de paix. La proposition saoudienne, la proposition de paix, est-elle toujours d'actualité ? Il fut un temps où les Arabes pensaient, où ils voulaient pousser Israël hors de la Palestine. Mais Israël est devenu une réalité sur cette terre. Et c'est pour cette raison que l'Arabie saoudite voudrait faire vivre ensemble Israël et les pays arabes. Un journaliste iranien vous avait demandé qui était l'ennemi numéro 1 de l'Arabie saoudite. Quelle a été votre réponse ? Il m'a demandé qui est votre ennemi. Je lui ai répondu que maintenant notre ennemi était Israël et que l'Iran était notre ami. Mais il vaut mieux avoir un ennemi sage qu'un ami ignorant. Nous n'apprécions pas les menaces envers un pays, quel qu'il soit. Nous devons vivre en paix, parce que ce pays, cette terre, la terre sainte, c'est la terre d'Abraham, notre père et le vôtre également. For Abraham, our father and your father. Voilà, interview exclusive à voir en intégralité dans Reportage juste après le journal à venir, présenté par Stéphane Calvo, qu'on remercie tous ici et à qui on souhaite bonne route. Merci à lui pour son implication depuis le début de l'aventure i24 News. Bonne soirée. Dans un instant, nouveau journal complet présenté par Daniel Atlan.